Quelle claque. Quelle claque. Alors là, je ne peux pas vous dire que je suis bien. Je ne peux pas vous dire que tout va bien là. Je ne peux pas vous dire que je suis confiant sur les chances des Lakers de gagner cette année. Alors, hier, c'était l'ouverture de la NBA. Les Nuggets sont arrivés hier, ils ont fait la fête, ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont reçu leur bague. Et dans le match qui a suivi, ils ont donné la leçon aux Lakers. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est fini, que on peut faire un trait sur la saison? Bien sûr que non. Je pense que la saison dernière, c'était beaucoup plus compliqué. L'entame. Cette saison, il y a beaucoup de motifs de satisfaction malgré la défaite. Nous allons décortiquer dans cette émission les 10 raisons qui ont conduit à la défaite de cette équipe des Lakers hier soir. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Pour moi, la première raison, c'est Anthony Davis. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars? On l'a dit, on l'a répété, dans cette ligue, il y a 3 joueurs au niveau du poste 5 qui sont meilleurs que lui. On a parlé du MVP en titre de la saison passée, Joel Embiid. On a parlé de Giannis Antetokounmpo qui est double MVP et champion NBA. On a parlé de Jokic qui est double MVP et MVP des finales en titre et champion en titre, bien sûr. Ces 3 joueurs sont meilleurs que lui et ça, il n'y a pas de doute. Mais derrière, c'est lui. Il vient tout de suite après. Il est meilleur que Jaren Jackson Jr., il est meilleur que Nurkic, il est meilleur que tous ces joueurs-là, que Bam Adebayo, il est meilleur que tous ces gars-là. Mais quand il joue face à Jokic, il ne peut pas disparaître comme ça. Jokic, hier soir, il fait une masterclass. C'est clair, net et précis. Il est exceptionnel, ce joueur-là. Il peut tout faire sur le terrain. On sait ce qu'il va faire. On sait qu'il va s'enrouler. Il va faire ce petit bras roulé. Il prend les rebonds. On sait dans quelle direction il va aller. Mais on ne peut pas l'arrêter. Anthony Davis ne sera pas le seul qui ne puisse pas arrêter Jokic. On est d'accord. Mais quand tu disparais comme ça dans un match aussi important, cette équipe qui vous a sweepé l'année passée, soi-disant, vous avez la haine, vous avez la rage, vous avez tout ce que vous voulez, et vous vous faites à nouveau manger. Ce mec qui termine avec un triple-double après avoir fait la fête tout l'été et le jour de la remise de la bague. Anthony Davis, hier soir, il n'a même pas terminé en double-double. Il a disparu en fin de match. Tu reçois le gros salaire des Lakers, le gros contrat, la grosse prolongation. C'est pour répondre dans ces conditions-là. C'est là qu'on vous attend, dans ces matchs-là. Et c'est LeBron qui doit encore porter cette équipe malgré son âge. Mais c'est insupportable, en fait. C'est insupportable. Voilà. La première raison, c'est la défaillance totale d'Anthony Davis. Où on a vu une différence de niveau entre Jokic, qui est le meilleur joueur de la planète, et Anthony Davis, qui est tout en bas. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. La deuxième raison, c'est bien sûr l'attaque, l'insuffisance de points inscrits dans un match comme celui-là. Je vous ai fait une émission hier où je vous mettais les paramètres sur lesquels les Lakers doivent se baser pour progresser cette saison. L'un des paramètres que j'avais proposé, que j'avais suggéré, c'était que les 108,6 points inscrits lors de la pré-saison ne sont absolument pas suffisants pour gagner dans le basket d'aujourd'hui. C'est un basket offensif où il y a énormément de points qui sont marqués. Si on n'arrive pas à inscrire des paniers, à un moment, ça va coincer. 107 points, c'est moins que le paramètre que je vous ai proposé hier, c'est-à-dire
le résultat des Lakers pendant la pré-saison. Ce n'est pas suffisant. Les points encaissés. Quand on prend 119 points dans un match comme ça, on ne peut pas gagner. C'est impossible. Déjà hier, je vous disais que 118,6 points encaissés, c'est beaucoup trop. Eh bien, quand vous prenez 119, vous avez une bonne chance de perdre le match. C'est pas suffisant ce que les Lakers font au niveau défensif, ça c'est clair. La défense, on va en parler un peu plus tard dans cette émission. Le rebond. Les Lakers ont gagné la bataille du rebond hier soir de 2 unités. 44-42 pour Denver. Ils ont fait un peu mieux que ce qu'ils avaient fait pendant la pré-saison où ils avaient enregistré 42,4 rebonds pendant cette période. Eh bien, figurez-vous que 44 rebonds 40 par match, c'est pas suffisant pour dominer une équipe comme Denver. Par exemple, si on regarde l'équipe de Phoenix hier soir face à Golden State, ils ont pris 60 rebonds. Ça vous situe un petit peu la situation, surtout que les Lakers jouent les Suns lors de leur prochain match. Ça promet. Pendant la pré-saison, les Lakers faisaient 23,3 passes décisives par match. Je vous en ai parlé hier. Je vous disais que c'était insuffisant. Dans le match d'hier, 29 passes décisives pour Denver et 23 passes décisives pour les Lakers. Ça veut dire moins de passes décisives que la moyenne pendant la pré-saison. C'est impossible. Je pense qu'il va falloir vraiment garder ces métriques, garder ces mesures et essayer de passer au-dessus dans toutes ces catégories que je vais évoquer dans cette émission et que j'ai évoqué hier dans l'émission préparatoire de cette saison NBA. Donc ça, c'est pas suffisant. Il faut que l'attaque soit beaucoup plus efficace. Il faut que la balle circule plus. Donc c'est absolument pas suffisant ce que les Lakers font. On a eu hier énormément d'un contre un. Tout le monde est parti dans un contre un en fait. Eddie en un contre un. LeBron en est contre un. Austin Reeves, est-ce qu'il a passé la balle ne serait-ce qu'une fois hier soir? Non. D'Angelo Russell est passé complètement à côté de son match. Son jeu en isolation n'a absolument pas fonctionné. Et que dire de Rui Hachimura? Ce n'est pas suffisant. Il faut que la balle circule beaucoup plus. Il faut beaucoup plus de passes décisives. C'est tout. Pourcentage de réussite. Évidemment, ça ramène à cette attaque des Lakers qui est pour moi malade. En tout cas, il y a énormément de choses à revoir. Je vous avais dit que le pourcentage de réussite pendant la pré-saison, c'était 45,3. Hier soir, les Lakers ont eu un pourcentage de réussite de 45%, c'est-à-dire moins que la pré-saison. Je vous ai dit que ces métriques de la pré-saison sont très importantes. Il va falloir les garder en tête et essayer de progresser par rapport à ça. Et Denver, hier soir, c'est 52,7% de réussite. Ça veut dire que un tir sur deux, plus d'un tir sur deux même, réussi pour les Denver Nuggets hier soir. Évidemment, ils ne pouvaient pas perdre ce match. Donc, c'est le même schéma que ce qui s'est passé pendant la finale de conférence. Les Lakers n'arrivent pas à entrer leur tir et Denver, oui. Et ça, il va falloir inverser les tendances si on veut avoir une chance face à cette équipe tout au cours de cette saison et bien sûr en play-off. Les tirs à 3 points. Je vous ai dit hier que je pensais que les 36% de réussite pendant la pré-saison étaient satisfaisants, mais rien d'extraordinaire. Figurez-vous que hier, 34,5, c'est pire que ce que les Lakers ont enregistré pendant cette pré-saison, alors que Denver a shooté à plus de 42% à 3 points. Voilà, les calculs sont faits, il n'y a pas moyen de réussir dans ces conditions-là. C'est tout. Pourcentage de réussite au lancer franc. Il y a des gens qui sous-estiment les tirs de lancer franc. C'est pas mon cas. Les Lakers ont shooté à 69% pendant l'intersaison. Hier soir, c'était 75%, comme les Nuggets. Alors, le seul domaine dans lequel les Nuggets n'ont pas excellé hier soir, c'était au tir au lancer franc. Eh bien, figurez-vous que les Lakers étaient au même niveau que les Nuggets. Donc ça commence à faire beaucoup si on veut gagner des matchs aussi importants que celui-là. Profondeur du banc. Soit disant que cette équipe des Lakers avait construit un roster justement pour répondre à cette question fondamentale. Est-ce qu'on peut reposer LeBron? Eh bien, dès hier soir, on a compris que non. Chaque fois que LeBron n'était pas sur le terrain, l'équipe des Lakers s'effondrait. Il n'y a pas un seul joueur hier qui avait un ratio présent sur le terrain qui soit
positif. Et ça, pour moi, ça devient complètement problématique. Et ça, pour moi, ça vient du coach qui n'a pas fait les bonnes rotations d'une part et d'Anthony Davis qui n'a pas pris ses responsabilités. Enfin, la défense. La force des Lakers l'année passée pour arriver en finale de conférence, c'était justement la défense. Je sais, il n'y a pas Jared Vanderbilt, mais c'est pas une raison. Les Lakers ont pris 119 points hier soir, ça fait beaucoup. Surtout que 4 contre pendant tout le match et 5 interceptions. Alors que l'année passée, Anthony Davis tournait à 5 contre à lui tout seul par match. C'est pas suffisant. Donc les Lakers n'avaient absolument aucune chance de gagner hier soir. Donc voilà, c'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Une émission un peu triste. Je dois vous avouer que je pensais que les Lakers allaient faire plus que ce qu'ils ont fait hier soir. Prochain match dans la nuit du jeudi au vendredi, les Suns de Phoenix qui pour moi sont la deuxième meilleure équipe de cette conférence Ouest. Ça promet. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.